Hey, comment ça va? Coucou, comment ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Ça va? Hé, comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Comment ça va à la selle? À la fin du Moyen-Âge, les médecins avaient l'habitude de poser cette question pour connaître l'état de santé de leurs patients. La phrase « comment ça va » vient donc en réalité de « comment ça va » à la selle. 600 ans après, je me suis reposé la même question. Je suis parti sillonner la France et la Suisse à vélo avec mon ami Nathan Pratt, dans l'unique but d'explorer nos toilettes. Sur plus de 3500 km, nous sommes allés interroger des spécialistes du sujet avec pour seule question en tête « comment vont nos toilettes ?» C'est un sujet hyper tabou dans notre société et pourtant, je suis persuadé qu'il est la clé pour tendre vers un monde plus soutenable et plus juste. Tout comme les médecins du Moyen-Âge, je vous invite donc à vous asseoir confortablement sur votre selle, à attraper le guidon de votre bicyclette pour soulever la lunette et explorer avec nous le fond de la cuvette. Je m'appelle Victor Ledoux et vous écoutez le podcast En Selle, un véritable voyage au cœur des toilettes. Cette industrie s'étiole, elle va être mise à mal à la fin du 19e siècle, puisque ce qui va rentrer dans la maison, c'est l'eau. Et d'un milieu supposé aérobie, on va passer à un milieu anaérobie qui va faire que l'eau va devenir toute noire. Ça fait 30 à 40 ans d'expertise, contre-expertise, controverse sur la question du tout à l'égout. En selle, épisode 5, le tout à l'égout. Pendant très longtemps, l'eau était considérée comme dangereuse et impropre. À l'époque des Lumières et des découvertes scientifiques, notre rapport à l'eau a évolué. Se laver est devenu alors une habitude répandue et conseillée par les médecins. L'eau arrive donc petit à petit dans les maisons et son traitement se met en place. Cette révolution va chambouler l'ensemble de l'économie du recyclage qui s'était développée au cours du 19e siècle. On m'a longtemps expliqué que le tout à l'égout est la solution miracle pour faire face à la maladie et que c'est lui qui a diminué les risques de contamination à une époque où le choléra faisait des ravages. Dans cet épisode, vous allez vite comprendre que la réalité est plus nuancée. Au début de sa mise en place, de nombreuses réticences émergent. Son développement est très contesté et les arguments avancés sont nombreux. Je vous avais prévenu, les 19e et 20e siècles sont des périodes de grande transformation des sociétés humaines, et ce, dans tous les domaines. Avec le tout à l'égout, nous entrons donc dans le second acte de cette histoire des toilettes. Dans ce 5e épisode, nous continuons notre chemin avec Sabine Barl. Mais avant de lui laisser la parole, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Dans la dernière année de mes études, j'ai fait un stage dans la Drôme au sein d'une entreprise qui développe des toilettes sèches. Mon tuteur de stage s'appelait Pierre Colombo, un sacré personnage. Imaginez un vieux monsieur à moustache qui a plus de 70 ans et qui reste pourtant bien plus dynamique que vous. Il est incapable d'arrêter de travailler tellement son cerveau fourmille d'idées. Dans sa jeunesse, il a fait le choix de quitter son poste confortable de fonctionnaire pour aller vivre en communauté dans la Drôme et y créer une entreprise de toilettes sèches. Ah, les fameuses années 70. Il a donc consacré sa vie au développement et à l'invention de toilettes innovantes. On peut aujourd'hui affirmer qu'il a participé à la mise en place de nombreuses toilettes sèches que l'on retrouve aujourd'hui dans les refuges de montagne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car au cours de notre entretien avec Sabine, celle-ci mentionne rapidement le nom de Pierre Colombo. Étonné, j'ai du mal à saisir le lien qu'il peut y avoir entre ces deux personnes. Je découvre alors que Sabine est une ancienne étudiante de Pierre lorsqu'il était encore professeur à l'université de la Sorbonne. J'ai donc un point commun avec elle. Nous avons eu le même professeur durant nos études. Au fond, c'est peut-être lui qui nous a poussés à observer les sociétés anciennes par la lunette de leurs toilettes. Aujourd'hui, c'est elle qui nous donne ce cours. Et d'ailleurs, silence, ça va bientôt commencer. La fabrication d'engrais à partir de la poudrette à l'échelle nationale, ça dure jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, voire après la Deuxième Guerre mondiale. Sabine Barl, historienne de l'assainissement. Mais en fait, cette industrie s'étiole malgré tout et elle va être mise à mal à la fin du 19e siècle. Elle est mise à mal pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une transformation du métabolisme urbain, des services urbains,
puisque ce qui va rentrer dans la maison au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, alors pas dans toutes les maisons, mais dans un certain nombre d'entre elles, c'est l'eau. Et l'arrivée de l'eau va être accompagnée de celle de l'arrivée de la toilette à chasse d'eau. La toilette à chasse d'eau fait que le système de la fosse d'aisance ne fonctionne plus, puisque la fosse d'aisance est censée être étanche. Donc avec une chasse d'eau, elle se remplit tout de suite. Et puis bien sûr, les matières sont diluées, donc on ne peut plus fabriquer d'engrais. Les toilettes à chasse d'eau, vous les utilisez constamment au quotidien. Mais savez-vous réellement de quand date ce système ? Il est très ancien. Dès l'Antiquité, des systèmes de chasse d'eau sont retrouvés chez les Égyptiens, les Aztèques et les Romains. Pourtant, l'invention des toilettes à chasse d'eau est indiquée en 1596. Elle est attribuée à un poète anglais, John Harrington. Il s'agissait alors d'un type de toilette qui utilisait de l'eau pour évacuer les matières dans des fosses. Avec ce système, les odeurs persistaient puisqu'aucun siphon n'avait été intégré. Il a fallu attendre près de 2 siècles pour qu'Alexander Cumming invente le siphon en S horizontal. Grâce à lui, le water closet, que l'on peut traduire en placard à eau, retenait l'eau en permanence et empêchait les odeurs de remonter par les canalisations. Donc ça, c'est un premier champ d'évolution qui va remettre en question toute l'industrie des engrais humains et urbains. Deuxième champ d'évolution qui concerne là plutôt les boues, c'est le fait que la ville va devenir de moins en moins organique parce que les animaux vont progressivement disparaître de l'espace public. D'une part, parce que maintenant les animaux sont transportés par chemin de fer, donc ils ne circulent plus dans les rues, donc ils ne déposent plus d'urine et de matière fécale. Et parce que, alors ça c'est vraiment la fin du 19e siècle, l'automobile apparaît. Et l'automobile va avoir un effet induit plus rapide que l'effet de l'automobile lui-même, c'est la recherche de nouveaux revêtements de rue, en particulier toute la réflexion engagée sur ce qu'on appelle le bitumage et le goudronnage, qui, bien sûr, ne se met pas en place en une journée ni en une année, mais qui va faire qu'on va progressivement aller donc vers des espaces publics qui sont de plus en plus imperméables et de moins en moins organiques. Donc qui produisent de moins en moins de boue, ou lorsqu'ils produisent de la boue, une boue qui est de moins en moins fertile. Donc ça va engager toute une réflexion sur que faire de ces eaux vannes. Donc les eaux vannes, ce sont les eaux qui sont issues des toilettes, par opposition aux eaux ménagères qui sont toutes les autres eaux de la maison une fois qu'elles ont été utilisées. Il y a un certain nombre de discussions qui naissent. Est-ce qu'il faut pratiquer le tout à l'égout ? Donc tout envoyer aux vannes, aux ménagères, dans le même égout que là où on envoie les eaux pluviales, les eaux de la rue, etc. Ou bien est-ce qu'il faut faire un réseau spécifique ? Donc on appellerait aujourd'hui un réseau séparatif, mais alors là super séparatif, qui ne concernerait que les eaux vannes. Ou bien est-ce qu'il faut faire de la séparation à la source ? Avec l'arrivée de l'eau dans les maisons, les consommations augmentent. Les villes se retrouvent alors débordées. Elles ne savent pas comment gérer les grandes quantités d'eau usée que cela produit. À cela s'ajoutent les eaux de pluie, qui ruissellent et envahissent les rues de plus en plus bétonnées. On se retrouve donc avec plein d'eaux usées différentes. Les eaux de pluie, les eaux des toilettes, les eaux de la cuisine et celles de la douche. On cherche toutes à les évacuer. Mais pour cela, il faut construire des canalisations, des sortes de gros tuyaux enterrés sous nos pieds. Pour la petite anecdote, au début, Louis Pasteur était fermement opposé au tout à l'égout. Du point de vue sanitaire, cette solution allait permettre pour lui de véhiculer encore plus de microbes. Il considérait à l'époque que les excréments humains devaient être confiés en un seul et unique endroit pour éviter toute propagation de maladies. Il y a un énorme débat international qui naît dès les années 1840. Pour Paris, ça commence vraiment dans les années 1860 avec le développement de la distribution d'eau à domicile. Et si on prend le cas de Paris, ce débat, qui est
une bataille, pour reprendre l'expression de Gérard Jacquemet, historien qui a travaillé sur cette question, dure jusqu'en 1894. Donc ça fait 30 à 40 ans d'expertise, contre-expertise, controverse sur la question du tout à l'égout. Et cette controverse, elle a plusieurs dimensions. La première, elle renvoie à la question de l'équipement des immeubles, c'est-à-dire que certes, dans les immeubles qui sont destinés à la bourgeoisie aisée, les propriétaires d'immeubles sont tout à fait enclins à développer l'approvisionnement en eau et le tout à l'égout, tout simplement parce que ça devient des éléments de confort. Donc cette population-là veut du confort. Mais pour les logements plus modestes, les propriétaires ne veulent pas faire l'investissement. Or, quand on dit tout à l'égout, ça veut dire qu'il faudrait non seulement se raccorder à l'égout, mais il faudrait distribuer l'eau. Et donc ça, c'est des gros travaux. Donc il y a une forte opposition des propriétaires d'immeubles. Il y a une très forte opposition des compagnies de vidange, bien sûr, puisqu'elles perdent leurs matières premières. Et puis, il y a une controverse scientifique autour de la plus ou moins grande dangerosité du tout à l'égout, parce que, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'occasion de le dire, pour la plupart des acteurs concernés par ce débat, le tout à l'égout n'est valable que s'il est accompagné de l'épandage agricole des eaux usées. C'est-à-dire que la question de la fertilisation reste fondamentale. Et donc, ce que les défenseurs du tout à l'égout disent, ce qu'il faut, c'est que tout simplement, on remplace la valorisation sèche, poudrette, sulfate d'ammoniac, etc., par de la valorisation liquide. Ce qui va se passer, c'est que comme le tout à l'égout va finalement être mis en œuvre alors que les engrais humains sont dévalorisés, ce qui va se développer essentiellement, c'est toute la rivière, tout au lac et tout à la mer. Envoyez les eaux, envoyez! La compagnie des eaux Ancel a installé de grands tuyaux sous vos pieds. L'objectif est de recueillir toutes vos eaux et de vous en débarrasser. Ne vous occupez plus de rien, c'est Ancel qui gère. Alors branchez-vous pour pas un sou au tout à l'égout. Un siphon, pour une nouvelle toilette. Reste le bouton pour chasser le fond de la cuvette. Clou, 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 clou. La fabrique Ancel. La cuvette à votre assiette. Donc un réseau unique qui est chargé d'envoyer toutes ces eaux vers l'aval. Michel Gouzaille, ingénieur en assainissement. Et l'aval de Paris, il se trouve que c'était Clichy. Michel Gouzaille est un ingénieur à la retraite. Il a commencé sa carrière en 1972. Toute sa vie, il a travaillé au SIAP, le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne. C'est l'organisme qui gère la collecte, le transport et le traitement des eaux usées des 10 millions d'habitants de la région parisienne. Autant vous dire que c'est la plus grosse collectivité territoriale d'assainissement en France. Elle le rappelle d'ailleurs régulièrement en indiquant qu'elle possède la plus grande station d'épuration d'Europe. C'est dans cette station de traitement qu'a commencé la carrière de Michel Gouzaille. Il était responsable de la maintenance des équipements. Ensuite, il a changé de poste et s'est retrouvé au centre expérimental de la ville de Paris, à Colombes. Il s'agit d'un centre de recherche dans lequel une partie des techniques de traitement des eaux usées que l'on utilise aujourd'hui ont été inventées. Elles y ont été testées à petite échelle avant d'être déployées dans tout l'Hexagone. Avec ses 43 ans de service et sa curiosité débordante, Michel est un interlocuteur idéal pour nous raconter l'évolution du tout à l'égout en France. Très bien, sauf que la Seine, qui est une petite rivière, le débit de la Seine, c'est entre, à l'étiage, 30-40 mètres cubes secondes, et puis en crue, 1000-2000 mètres cubes secondes. Et quand vous regardez les populations tributaires du milieu de rejet, Paris, c'est le champion. En France, c'est 100 fois plus que le Rhône ou 50 fois plus que le Rhin à Strasbourg. Enfin bon, la Seine, elle a du mérite d'exister. L'étiage et la crue sont les deux faces d'une même pièce, deux mots qui définissent deux états différents d'une rivière. Bien souvent, les gens savent ce qu'est une crue. Les plus impressionnantes font généralement la une des journaux et marquent les générations, notamment quand elles ravagent un village ou une route. Mais l'étiage et la crue sont les deux faces d'une même pièce, deux mots qui définissent deux états différents d'une rivière. Bien souvent, les gens savent ce qu'est une crue. Les plus impressionnantes font généralement la une des journaux et marquent les générations, notamment quand elles ravagent un village ou une route.
Les crues ont lieu lorsque les pluies sont trop intenses, c'est-à-dire lorsqu'il tombe une grande quantité d'eau en très peu de temps. L'eau n'a alors pas le temps de s'infiltrer et ruisselle sur le sol pour rejoindre la rivière à grande vitesse. On dit donc que la rivière entre en crue, c'est-à-dire que son niveau d'eau augmente très rapidement. Elle peut alors déborder, inonder l'ensemble des lieux qui la bordent et ravager tout sur son passage. Vous vous souvenez peut-être de la vallée de la Roya en 2020. Ce territoire du sud-est de la France a subi une crue gigantesque, emportant avec elle nombre d'habitations, de routes et même des flancs de montagne. Ces images restent encore dans nos mémoires. L'étiage, c'est l'extrême inverse. C'est le débit minimal d'un cours d'eau. On l'observe généralement l'été dans les périodes de sécheresse, c'est-à-dire quand il ne pleut pas pendant une longue période de temps et quand les températures augmentent, ce qui favorise l'évaporation. Ces deux états d'une rivière sont caractérisés par un même indicateur, le débit. Pour comprendre ce que c'est, imaginez-vous sur un pont. Vous vous penchez au-dessus de la balustrade pour observer l'eau qui coule en dessous. Le débit ici, c'est la quantité d'eau qui passe sous le pont en un temps donné. Il s'exprime donc par un volume et une vitesse. On parle généralement de mètres cubes par seconde. À l'aval de Paris, au niveau de Poissy, le débit moyen de la Seine est estimé à 493 mètres cubes par seconde. En comparaison à Lyon, le débit moyen du Rhône est estimé à 1710 mètres cubes par seconde, soit 3 fois plus. Ce que veut nous dire Michel ici, c'est que la Seine est un petit fleuve au regard de la population qui l'aborde. Le territoire qu'elle traverse est la région la plus peuplée de France, alors que la Seine est loin d'être le plus grand fleuve de France. Les pollutions qu'elle reçoit sont donc très importantes. Et donc, elle reçoit toutes ces eaux usées au même endroit, alors qu'avant c'était dispersé. Et là, elle n'apprécie pas. Et la surexploitation de la Seine en tant que milieu récepteur fait qu'on déséquilibre. On déséquilibre tout. Il y a tellement de matières organiques qui sont rejetées au même endroit. Ça va induire forcément une très grosse population bactérienne qui va se nourrir de ces matières organiques. Et donc une énorme consommation d'oxygène, parce que ces bactéries ont besoin d'oxygène pour manger et se reproduire. Et que l'apport d'oxygène va être insuffisant. Et d'un milieu supposé aérobie, favorable à la vie des poissons, on va passer à un milieu anaérobie qui va faire que l'eau va devenir toute noire. Les eaux usées contiennent de nombreuses substances que l'on peut considérer comme des pollutions si on les rejette directement à la rivière. Elles contiennent par exemple de la matière organique. Cette matière produite par les êtres vivants, qui contient de nombreux atomes de carbone auxquels viennent se greffer d'autres atomes comme l'hydrogène, l'oxygène ou l'azote. L'ennui, c'est que les bactéries raffolent de matière organique. Si l'on en jette en grande quantité dans la rivière, les bactéries vont se développer à une vitesse folle. Et comme nous, elles ont besoin de respirer. Elles vont donc consommer tout l'oxygène présent dans la rivière et il n'en restera plus pour les autres espèces comme les poissons. L'eau va alors devenir noire et une odeur putride va s'en dégager. Les poissons vont petit à petit mourir d'asphyxie et remonter à la surface. On dit alors que la rivière est en anaérobie, c'est-à-dire en manque d'oxygène. Comme nous l'explique Michel, cette situation a eu lieu dans la Seine, mais il s'est passé à peu près la même chose dans la Tamise à Londres. On appelle cette période « The Great Stink », la grande puanteur. Et donc, quand même, à l'époque, on se dit, c'est bien, on a séparé les eaux usées de la population, on a évacué ça en dehors de Paris, mais c'était pas sympa pour les riverains de la Seine situés à l'aval qui pouvaient plus utiliser la ressource en eau. Et donc, à la même époque, quand même, les autorités considèrent qu'on coupe en deux. À l'amont de Paris, on ne déverse rien pour pouvoir utiliser l'eau à des fins de potabilisation, et on rejette à l'aval, comme ça, on se protège. On ne protège pas ceux qui sont à l'aval, mais bon, toute charité bien ordonnée commence par soi-même, donc c'est pas si mal que ça. En tout cas, ça répond aux besoins du moment. Ceci dit,
on prend conscience de cette problématique. Et on dit, bon, on a séparé les eaux, il ne faut pas les rejeter dans le milieu naturel, il faut faire quelque chose avant de les rejeter. Et là, on n'invente rien, mais on regarde ce qui se passe dans les autres capitales, à Berlin, à Londres, et on s'aperçoit qu'il y a des travaux très importants dont on a fait d'ailleurs des essais en région parisienne aussi, du côté d'Asnières notamment. Les eaux sont épandues sur les sols, des sols un peu sablonneux, pauvres, et sont filtrées à travers ces sols. C'est ce qu'on appelle l'épandage agricole. Il faut bien reconnaître que les eaux usées qu'on épand sur les sols, elles s'infiltrent. Mais au bout d'un moment, elles arrêtent de s'infiltrer parce que dans les eaux usées, il y a plein de matières, notamment on va parler des cheveux, qui à force de se poser sur le sol, vont former un feutre qui va colmater. Et donc au bout d'un moment, on ne peut plus épandre parce que l'eau ne rentre plus. Donc il faut gratter le sol pour lui permettre de rentrer. Alors quand vous avez de l'eau qui arrive sur un sol un peu pauvré, cette eau elle contient de l'azote, du phosphore, du carbone, et que vous vous amusez à gratter le sol pour qu'il rentre, vous avez déjà fait 95% du travail d'un agriculteur. Et donc l'idée de planter pour utiliser les nutriments qui sont contenus dans l'eau, c'est tout naturel. Et donc l'épandage devient un épandage agricole. Compagnons qui s'en vont faire leur tour de France, de Franche-Comté, de Normandie, de Bretagne et de Lyon. Savez-vous pas que l'ordinaire s'en va toujours à reculons, s'en va toujours à reculons. Dans l'utilisation de l'épandage agricole, il y a donc à la fois la filtration et l'épuration de l'eau à travers le sol, par simple filtration, par activité bactérienne, et recueil dans des drains, parce que les terrains étaient drainés. Sans ça, ils n'avaient pas la moelle d'absorber toute la flotte. Et on crée donc des grands champs d'épandage. Au maximum, il y en a eu 10 000 hectares, au nord-ouest de Paris. Alors pourquoi au nord-ouest ? Il n'y a qu'à regarder la Seine, elle va vers le nord-ouest, et donc la pente naturelle est par là. Et donc les eaux, elles arrivaient gravitairement à Clichy. Et à partir de Clichy, on a construit des usines de pompage qui ont envoyé toutes ces eaux jusqu'en haut de la colline d'Argenteuil. Et du haut de la colline d'Argenteuil, gravitairement, ces eaux sont reparties vers le sud-ouest, vers le nord-ouest, vers Achères et vers les zones des champs d'épandage, avec ici et là une ou deux usines de relèvement parce qu'il y a des zones où le sol n'était pas atteignable gravitairement. La gravité, cette force qui nous permet de rester sur Terre sans que l'on s'envole dans l'atmosphère. Cette gravité, c'est aussi elle qui permet à une rivière de s'écouler du haut vers le bas ou à un objet de tomber lorsqu'on le lâche d'une certaine hauteur. Pour construire un tout à l'égout, c'est aussi la gravité que l'on utilise. C'est elle qui transporte l'eau d'un point A à un point B. Pour que cela fonctionne, il faut faire attention à bien respecter les pentes naturelles lors du positionnement des canalisations. On peut dire qu'on cherche, en quelque sorte, à recréer une rivière artificielle sous nos pieds. Mais parfois, ce n'est pas possible. Les eaux usées se retrouvent plus basses en altitude que l'endroit où l'on veut les faire arriver. La seule solution ici est d'utiliser des pompes qui vont refouler l'eau, c'est-à-dire renvoyer l'eau plus haut qu'elle ne l'était. On utilise ainsi de l'énergie pour faire tourner une pompe. Cette pompe va mettre l'eau sous pression pour lui permettre de contrer la gravité et ainsi de remonter la pente. Ce type de canalisation est appelé une canalisation de refoulement. Elle coûte plus cher à l'entretien, consomme de l'énergie, ont un diamètre plus petit et se bouche plus souvent. Lors de la mise en place d'un tout à l'égout, on cherche donc à limiter au maximum le nombre de canalisations de refoulement. À Paris, les canalisations construites sous la ville sont parmi les plus anciennes de France.
Pour vous faire comprendre l'étendue des travaux qui ont été réalisés à cette époque, voici quelques chiffres. En 1848, le réseau parisien comptait 96 km d'égouts pour environ 1 million d'habitants. L'ingénieur Belgrand, à son arrivée, l'agrandit considérablement en augmentant sa longueur par 6 en 1870. Mais revenons-en à la fin du 19e siècle. À Paris, les eaux usées ne sont plus rejetées dans la Seine. Elles alimentent de grands champs agricoles au nord-ouest de la ville. On balance l'eau à traiter là-dessus, elle s'infiltre, et pour éviter que ça se colmate, on bine, ça tombe bien, parce qu'on a eu l'intelligence de mettre des poireaux, de mettre des choux, de mettre un tas de trucs, et on cultive comme ça, et on valorise à la fois l'eau et la matière contenue. L'épandage agricole. Ce nouveau mode de gestion va permettre de traiter l'eau tout en continuant à valoriser les nutriments. Avec le tout à l'égout, les éléments minéraux issus de nos excréments sont dilués dans les eaux de chasse d'eau, mais aussi dans celles de la cuisine et de la salle de bain. Pour apporter suffisamment de nutriments à la plante, il faut donc l'arroser d'une grande quantité d'eau. Les champs d'épandage présentés par Michel doivent donc être le plus proche de la ville. À l'époque, c'était possible à Paris, car la ville n'était pas si étendue et qu'une grande ceinture verte agricole l'entourait. Petit à petit, l'industrie des engrais humains a vu réduire son business en peau de chagrin. La ville du 19e siècle n'a alors plus rien à voir avec celle du 18e. Comme l'arrivée des voitures, l'arrivée de l'eau dans les maisons et son évacuation par un immense réseau de canalisation fut une incroyable révolution. Mais ce n'est pas la seule. Les campagnes vont elles aussi subir de grands changements. C'est ce que l'on appelle la révolution des engrais. Au moment même où l'on change de modèle d'assainissement, le monde agricole va tendre vers un modèle plus productif et plus énergivore. C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Je tiens à remercier Sabine Barle et Michel Gouzaille pour toute la pédagogie dont ils ont fait preuve pour arriver à nous expliquer si admirablement le basculement vers le tout à l'égout. La suite de cette plongée en eau trouble dans le prochain numéro. Cet épisode a été produit par l'association Circulus et réalisé par Victor Ledoux. Les interviews ont été effectuées par Nathan Prat et Victor Ledoux, la bande-son par Florian Berger, l'habillage sonore et les bruitages par Caroline Irigouin, l'assemblage et le mixage par Plex et les infographies par Jérémy Mass. Les enregistrements que vous venez d'entendre sont issus de l'aventure Ancel. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-nous sur ancel.fr. Ce podcast a reçu le soutien financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de son appel à projet Éduc-Eau et celui de la Fondation de France pour son concours Déclic Jeunes. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et notamment aux bénévoles ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce programme. Ça répond toujours pas, comme d'habitude. Bon, je laisse un message. Bonjour, c'est Dr Poupe. À force de laisser des messages sur votre répondeur et d'entendre les correctifs que vous faites dans vos épisodes, j'ai l'impression d'être de plus en plus lié à ce podcast. C'est un peu comme si nous avions une relation épistolaire qui aurait démarré dans nos toilettes, vous ne trouvez pas ? En tout cas, toutes mes félicitations pour ce 5e épisode. Il est clair et montre bien la bascule qu'il y a eu avec l'arrivée du tout à l'égout. Alors, comme à mon habitude, je voudrais tout de même apporter quelques précisions. Vous faites une faute importante au moment de vos explications sur le débit d'une rivière. Vous concluez cette partie par le fait qu'on exprime le débit par un volume et une vitesse. Et ensuite, vous parlez de mètres cubes par seconde. Ce n'est pas logique. La vraie réponse est bien la deuxième affirmation. Le débit s'exprime par un volume et une durée, pas par une vitesse. C'est la base, ça. Vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Ensuite, vous indiquez que les champs d'épandage ont permis d'éviter de rejeter des eaux usées dans la Seine. Mais ce n'est pas complètement vrai. Les champs d'épandage ne recyclaient pas 100% des eaux usées de l'agglomération parisienne. Une petite partie était toujours rejetée directement à la Seine, sans traitement.
Bon, je vois que vous continuez à faire des erreurs d'inattention, comme mes élèves d'ailleurs. Essayez de vous concentrer un peu, je suis sûr que vous allez y arriver. Voilà, bonne continuation et à la prochaine, Dr Poop.